Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Comme chaque année, les pays asiatiques se réunissent à Hainan pour le Forum de Boao. Cette année, le forum se focalisera sur l'économie ouverte, la coopération multilatérale et l'innovation. Quels sont les défis pour l'économie asiatique et quel sera l'impact du développement technologique sur la société? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau deux invités. Monsieur Ding Yifan, vous êtes économiste, chercheur à l'Institut de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Et Monsieur Xu Tiebing, vous êtes expert en affaires internationales et professeur à l'Université de communication de Chine. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, on voit que le thème du Forum de Boao de cette année est un avenir partagé, une action concertée et un développement commun. Donc, comment interprétez-vous ce thème? En fait, oui, c'est dans la lignée de la politique étrangère de Chine. Parce que depuis quelques années, les dirigeants chinois proposent la construction d'une communauté d'avenir partagé. Voilà, l'avenir partagé, une communauté de destin commun, etc. etc. Donc, en fait, les intérêts et de développement sont communs dans la région asiatique. En plus, l'Asie, si on regarde la redistribution de la production globalisée, toute l'Asie est plus ou moins dans une même chaîne de production globale. Ils partagent différentes pièces de la production mondialisée. Donc tout cela fait que finalement les économies asiatiques sont interdépendantes les unes des autres. Et on ne peut faire promouvoir la cause du développement qu'en coordonnant les efforts, qu'en faisant tous un effort de l'avenir partagé. Et comment analysez-vous ce thème qui met en avant en fait la coopération multilatérale? Je pense que maintenant, il y a à peu près 20 ans qu'on a créé le Boao Forum. Au début, inévitablement, c'est un peu sino-centré, je dirais, bien sûr, l'ouverture, je dirais, investissement international direct, etc., etc. Et maintenant, avec le temps, comme M. Ding Yifan avait bien indiqué, c'est que le thème plutôt dépasse ce thème, je dirais, un centrisme classique, mais plutôt vers, disons, les pays, les régions d'abord voisinage et après à l'échelle planétaire. Tout, par exemple, le commun devient un mot à la mode. Développement, création et partage en commun. C'est ça, c'est le mot clé de cette phase le forum. En fait, on voit qu'aujourd'hui, sur la liste de discussion, on voit non seulement les thèmes économiques, mais on voit aussi des thèmes culturels ou même la préservation des héritages ou même du sport. Donc, quelle plateforme constitue aujourd'hui le Forum de Boao, M. Ding? En fait, originalement, lorsque le Forum de Boao a été créé, il était appelé le Forum de Boao est un forum de l'Asie. En fait, bien sûr, l'Asie au sens plus large du terme, c'est-à-dire que les fondateurs de Boao, des forums de Boao, étaient d'abord des Japonais, des Chinois, mais aussi des Australiens, etc. Mais c'est tous les pays de la région, on appelle à l'époque Asie-Pacifique. Asie-Pacifique, dont le FROM traite les affaires de cette région. Il n'y a pas le développement économique, bien sûr, est au centre de ce forum. Oui, le FROM offre une plateforme pour la discussion sur le développement économique de la région, avec des participations d'abord des dirigeants ou des anciens dirigeants de ces pays, mais aussi des dirigeants des grandes entreprises de la région. Mais de plus en plus, nous avons conscience que finalement, le développement touche tous les domaines. Ce n'est pas seulement un problème économique. S'il n'y a pas de lien culturel, etc., s'il n'y a pas une meilleure compréhension de la population de toute la région, un effort de développement commun aurait du mal à aboutir, à s'achever.
Oui, moi je pense que si on comparait par exemple à Davos Forum, c'est que le forum Boao a donné quelques nouveautés. C'est bien sûr une approche plutôt socio-économique. Par exemple, à Davos, on voit surtout deux types d'acteurs, le décideur politique, les leaders, et après le CIO, ou par exemple les grands, je dirais les patrons, les PDG des grandes multinationales. Tandis qu'à Boao, dès le début, on voit par exemple c'est l'entrée peu à peu des différents acteurs de la société civile, entre guillemets. C'est-à-dire non seulement, par exemple, des décideurs politiques, les grandes entreprises, mais aussi, par exemple, les ONG, certaines considérations de plus en plus fortes, c'est-à-dire imposées, écologiques. Et aujourd'hui, moi je pense que ça c'est important. C'est-à-dire qu'on ne peut plus simplement de calculer, de penser uniquement à partir des États comme acteurs uniques, mais considérer plutôt les différents acteurs de la société de couche sociale. C'est là, je dirais, une certaine innovation de Boao Forum. Mais on voit aujourd'hui, quand les gens parlent du Forum de Boao, on pense évidemment d'abord à l'économie. Donc les gens s'intéressent aujourd'hui à une question fondamentale, c'est que comment va l'économie asiatique en ce moment et quels sont les défis pour l'économie asiatique aujourd'hui? En fait, l'économie asiatique est certainement la plus performante du monde. L'année dernière, en 2018, eh bien, l'Asie a eu un taux de croissance de 5,7%, comparé à un taux de croissance global de 3,4%. On est le plus brillant. L'Asie est certainement le point le plus chaud de la croissance. Si on regardait, par exemple, le taux de croissance en Europe, le taux de croissance en Amérique, etc., en Afrique, l'Afrique et vient ensuite. C'est d'abord l'Asie, puis l'Afrique. Ce sont les deux continents qui soutiennent maintenant la croissance mondiale, d'une certaine manière. Et quelle est votre analyse? Je pense que on est, par exemple, encore, je dirais, l'Asie étant le processus de rattrapage. C'est-à-dire quand on pense à la fortune globale et la création de chaque région, on s'accélère, mais ce n'est pas encore surpassement. Ce que l'on voit qu'en tendance, c'est qu'auparavant, on parle surtout des trois moteurs de l'économie, l'Amérique du Nord, l'Asie de l'Est et l'Europe occidentale. Maintenant, on voit que, je dirais surtout l'Europe occidentale, stagnation, l'Amérique se relativise et que le poids de l'Asie augmente toujours à un rythme normal, mais surtout par exemple dans l'Asie du Sud-Est, moi je dirais l'Asie du Sud et la Chine et la Corée du Sud, etc., c'est que je dirais accélère et renforce encore une fois le poids. Donc la question reste une certaine rebalance entre différents acteurs de la sous-région de l'Asie. Mais pensez-vous que quand même l'économie asiatique est très facilement influencée par l'économie mondiale, par exemple la situation en Europe et aux États-Unis va influencer, va avoir une certaine influence négative sur vous avez raison, cette région? Vous avez raison, parce que en fait l'économie est globalisée maintenant, aujourd'hui. L'économie est globalisée. L'Asie est certainement le moteur le plus dynamique de cette économie globalisée, mais la production asiatique dépend beaucoup de la demande globale. Comme il y a une tendance de stagnation dans d'autres parties du monde, ça affecte aussi l'exportation de l'Asie. Ça affecte donc la croissance de l'Asie d'une certaine manière. Surtout, les pays asiatiques jouent un rôle important dans ce qu'on appelle la chaîne de production globale. Et comme il y a un retour du protectionnisme un peu partout dans le monde qui pointe la tête aux États-Unis avec American First, la politique du président Trump, et avec un peu le repli en soi de la politique commerciale de l'Union européenne même. Donc nous avons constaté un repli du protectionnisme et tout cela fait peur aux pays asiatiques parce que non seulement ça affecte la Chine, mais aussi ça affecte tous les pays de la région. Par exemple, la guerre l'année dernière,
les États-Unis ont lancé une guerre commerciale avec la Chine. Ça vise spécialement la Chine, mais ça a eu des impacts sur tous les pays de l'Asie. Parce que tous les pays de l'Asie sont dans une même chaîne de production. Donc si la Chine ne peut plus exporter des produits finis vers le marché américain, la Chine va importer moins des pièces détachées du Japon, de la Corée, voire même des pays de l'ASEAN. Donc cela affecte aussi ces pays-là. Donc c'est toute la région asiatique est une chaîne de production globale. Et bien sûr, le comportement d'autres acteurs du monde ont des impacts sur cette région-là. Sur ce deux points, moi je pense, comme M. Ping avait bien expliqué, premièrement, comparé à l'Amérique latine, c'est-à-dire l'Asie, aujourd'hui, la position de l'Asie dépasse, disons, moins, je dirais, dans un modèle classique, c'est-à-dire centre périphérique, et que l'Asie est en train de devenir un des centres parmi tant d'autres, premier. Et deuxièmement, face, par exemple, à cette courant protectionnisme repli sur lui-même, c'est-à-dire il est plus vital, très important de renforcer une sorte d'échange de coopération intrarégionale. Alors sur ce point-là, on a vu qu'il y a quelque chose en commun aujourd'hui sur la liste de discussion, c'est le développement technologique, parce que les pays asiatiques sont très intéressés ou très impliqués dans ces avancées technologiques. Alors il y a des discussions spécialement consacrées sur l'impact du développement technologique sur la société. Donc en fait, je voudrais savoir quelles sont selon vous les nouvelles technologies qui nous attendent. En fait, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le développement de la technologie lié au développement de l'intelligence artificielle. La technologie de l'intelligence artificielle est certainement la technologie qui va influencer, qui va changer totalement notre société, notre économie. Et toute l'Asie est impliquée dans ce développement. Bien sûr, la Chine est d'une certaine manière en avance sur le reste du pays. La Chine et le Japon sont les deux pays qui ont beaucoup investi dans le développement de l'intelligence artificielle, mais la Chine a un léger avantage sur le Japon, c'est parce que la Chine a beaucoup investi dans le développement de la technologie de communication en 5e génération, 5G. Et 5G sera mise en application commerciale à partir de la deuxième moitié de cette année. Et l'année prochaine, la 5G sera complètement commercialisée en Chine. Et la technologie de 5G aura des effets importants sur le développement de la technologie intelligence artificielle, parce que toutes sortes de choses seront mises sur des transmissions plus rapides des données, etc. Ça va créer beaucoup de changements dans notre vie. Oui, c'est-à-dire que classiquement, nous, on est considérés comme des followers, c'est-à-dire le suivistes. Mais cette fois-ci, dans une, disons, nouvelle compétition pour la haute technologie, au moins la Chine et certains pays de l'Asie se trouvent en position, disons, très pionnière. Là, c'est la première fois en secteur, comme bien sûr bien indiqué M. Ting, la 5e génération pour la télécommunication. Je pense par exemple sur la bio, sur, je dirais, l'automatisation, sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, certains pays de l'Asie, dont la Chine en tête, s'avancent dans une position n'est plus, disons, suiviste. On peut, dans ce domaine, égaliser, concurrencer avec les pays, disons, pionniers classiques, les États-Unis.
Mais il y a une question récurrente quand on parle de l'avancement de technologies nouvelles, c'est que certains disent qu'aujourd'hui on est en train d'expérimenter la révolution industrielle, le quatrième révolution industrielle. Mais si on voit un peu l'expérience passée des révolutions industrielles avant, donc on a vu que ces révolutions industrielles ont creusé un écart très large entre les pays développés et les pays moins développés. Et aujourd'hui, on se demande si cette révolution industrielle, cette quatrième génération, est-ce qu'il va être une opportunité pour les pays moins développés ou bien cela va encore creuser plus d'écart entre les pays riches et les pays pauvres? C'est une question très compliquée. C'est une question très compliquée parce que en fait, la troisième révolution industrielle a déjà causé beaucoup de fossés, disons, ce qu'on appelle le fossé digital. Existe non pas entre les pays développés et les pays sous-développés, non pas entre les pays riches et les pays pauvres, même dans les pays riches. Donc ça a créé beaucoup de problèmes. Entre les couches sociales. Il faut penser aux problèmes de protestation. Des problèmes de protestation à la fois en Europe, aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que Occupy Wall Street n'est pas loin, n'est pas très loin. Puis il y a le mouvement de Gilets jaunes, etc. Tout cela montre le problème de fossé digital dans les pays riches. Donc il n'y a pas que l'écart entre les pays riches et les pauvres, entre les différentes couches sociales des pays riches et des pays pauvres aussi. Mais dans les pays pauvres, il y a aussi un élargissement de différences sociales parce que, bien sûr, les couches sociales plus modestes, plus modérées, auraient du mal à avoir accès à ce réseau de connaissances par l'Internet, etc. Mais, tout de même dans les pays sous-développés ou en développement, il y a aussi une classe qui s'émerge avec le développement de la nouvelle technologie, avec la technologie de l'Internet, avec la technologie digitale. Donc, ce n'est plus ça. Mais en plus, la notion de développement pose problème aujourd'hui. Parce que la Chine, étant considérée un exemple de pays en développement, possède des technologies très avancées dans le domaine de la télécommunication, dans le domaine de l'artificielle intelligence, etc., etc. Il serait difficile de mesurer le niveau de développement technologique avec le niveau général du développement. Donc ça va être un peu difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très difficile. D'une manière générale, un avancement rapide technologique provoque toujours des peurs psychologiques, aussi bien dans les sociétés développées que dans les sociétés pauvres. Donc cela a causé aussi des peurs, des paniques quelquefois dans le monde occidental, censé être des pays très développés, mais aussi en Chine, dans un pays qui est en train de se développer rapidement, mais dont la population est transsensible à ce changement technologique. Donc, c'est-à-dire, selon vous, il y a un écart entre déjà le développement de l'économie réelle et le développement de la technologie, haute technologie. Pas de l'économie réelle, mais non, c'est parce que... Le niveau général du développement. C'est ça. Okay. D'accord. Je pense, oui, suivant par exemple l'explication de M. Ting, c'était surtout l'importance aujourd'hui de la politique socio-économique. Une meilleure redistribution pour réduire ou, je dirais, pour faire tomber cet écart ou le fossé entre les couches sociales. C'est là que l'importance dans le forum de Pau, pas seulement par exemple le sommet, je dirais, de CIO, de multinationales, mais aussi une sorte de dialogue social, un meilleur système de redistribution. Je dirais, c'est l'importance de l'expérimentation. Je dirais que oui, chez nous, il y en a aussi beaucoup de problèmes, mais on a déjà pris la conscience. Et je pense qu'il est important que tous les pays asiatiques fassent dialogue, échange sur cette expérimentation
de la redistribution sociale. Mais cela me rappelle, en fait, chaque année en Chine, maintenant, il y a le forum d'Internet à Wuzhen chaque année. En fait, la Chine invite chaque fois des pays africains ou des pays moins développés à participer à ce genre de forum. Donc, pensez-vous que si on prend conscience dès le début qu'il y a un risque, qu'il y a un écart entre les pays développés et les pays moins développés, est-ce que ça pourra aider à un meilleur accès de ces technologies avancées pour les pays moins développés? Oui, le cas de la Chine est un peu particulier parce que oui, la Chine fait mieux que beaucoup de pays dans le monde, y compris, elle a fait mieux que les pays développés dans ce domaine-là. Parce que, en fait, c'est la structure du pouvoir en Chine. La structure du pouvoir en Chine est que finalement nous avons à peu près un contrôle sur la totalité de la structure sociale. Si bien que même au niveau village, on peut faire installer des équipements de l'Internet, etc. Donc si bien que les paysans chinois au fin fond du monde ont pu à la fin profiter du développement de la technologie Internet. Ça, ouais, j'ai lu une nouvelle que les paysans ont réussi à faire vendre leurs produits par Internet. Des paysans au fin fond du monde, dans les montagnes, ont réussi à faire vendre leurs produits au marché américain, aux Américains, par l'Internet. Et tout cela montre que finalement, les Chinois ont profité bien de la troisième révolution industrielle. Donc il y a de fortes raisons pour nous de croire que dans l'avenir, il faudrait s'adapter au développement technologique. Donc je pense qu'on peut s'adapter à la quatrième révolution industrielle. En fait, il ne faut pas avoir peur de l'avancement technologique. Au contraire, chaque fois, l'avancement technologique nous a apporté beaucoup de facilité. Ça a beaucoup facilité notre vie. Ça a beaucoup augmenté le taux de productivité dans tous les secteurs. Et pour cela, je pense que les Chinois sont plus confiants. C'est-à-dire que pour des gens, disons, classiquement dans une position, il est, avec l'introduction de la nouvelle technologie, de surpasser certaines équipes, certaines, je dirais, étapes du développement. Qu'on a cité beaucoup souvent, l'exemple de téléphone fixe, l'appareil fixe et le mobile. Et M. Ding avait bien introduit aussi, montré cet exemple, je dirais, de vente par Internet, de surpasser, disons, des paniers classiques de sociétés avec des monnaies liquides, etc. Immédiatement, on peut commercialiser, faire quelque chose en direct. Là, je dirais que selon plutôt l'infrastructure de chaque société. Aujourd'hui, je pense que le classement classique entre les pays développés, entre les pays en voie de développement, est moins adapté à la nouvelle situation. En réalité, le tiers-monde, classiquement, on dit, les pays en développement se divisent, se bifurquent de plus en plus en pays de rattrapage rapide, en pays de, je dirais, s'adapter plus ou moins assez bien, et des pays qui traînent et qui se marginalisent. En fait, on parle beaucoup aussi de la gouvernance durant le forum de Boao. Donc, comment, selon vous, la gouvernance mondiale ou dans la région asiatique va évoluer selon cette tendance de développement technologique? Il faut reconnaître que finalement, la structure de la gouvernance mondiale laisse à désirer. Parce que cette structure de la gouvernance mondiale a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le monde a beaucoup évolué, mais la structure a peu évolué. C'est pour cela que la Chine a proposé depuis quelques années de créer d'autres institutions pour essayer de compenser les vides qui ont été laissés en marge, par cette ancienne structure de la gouvernance mondiale. C'est dans cet esprit-là que la Chine a proposé de créer, par exemple, la Banque de construction des infrastructures. La Chine a proposé de créer
une nouvelle banque de développement avec les autres membres des pays BRICS, etc., etc. Tout cela, ce sont des propositions faites par la Chine pour essayer d'élever un peu la capacité de la gouvernance mondiale. Bien sûr, la proposition chinoise avait toujours créé des doutes, des suspicions, des craintes de la part des pays qui ont inventé la structure actuelle de la gouvernance mondiale. Bien sûr, ils ont dit que la Chine va créer un système parallèle, la Chine va, etc., etc. Mais en fait, le résultat est que les propositions chinoises ont eu des échos très favorables dans la région, par exemple, en Asie, mais pas seulement en Asie, mais aussi le lancement de la Banque de construction des infrastructures asiatiques a eu un soutien massif de la part des pays européens, par exemple. Cela montre que finalement, tout le monde est conscient que dans le monde aujourd'hui, dans la structure actuelle de la gouvernance mondiale, il y a des faiblesses, il y a des défauts. Et il faut faire un effort pour essayer de redresser tout cela. C'est-à-dire la logique. Certains qui critiquent la Chine disent toujours que la Chine veut faire le remplacement. Tandis que, comme M. Ting avait bien montré, ce que nous jouons plutôt perfectionnement, correction, et je dirais, là, c'est différent. C'est qu'avec le temps, surtout avec, je dirais, par exemple, l'initiative de la route de soie et de ceinture, on obtient aujourd'hui de plus en plus de compréhension. Et cette fois-ci, je dirais, signature de protocole avec l'Italie sur ce thème-là montre, je dirais, un avancement pour nous. En fait, finalement, quelles sont vos attentes par rapport au Forum de Boao de cette année? Je pense que oui, le Forum de Boao est une plateforme de discussion entre les dirigeants de la région. Les dirigeants politiques, les dirigeants des grandes entreprises, les dirigeants des ONG, des organisations non gouvernementales, etc. Je pense que de plus en plus, les dirigeants de la région sont conscients que leur destin est lié et qu'il faudrait que les dirigeants unissent leurs efforts pour d'abord la prospérité de la région, la stabilité, la prospérité et le développement de la région. Puis, ils vont essayer de répandre leur modèle, leur esprit à travers le monde. Et c'est pour ça que le XXIe siècle aussi a une réputation de siècle asiatique. Et ce n'est pas pour rien. Moi, ce que j'attends d'eux, premier, que ça constituera, je l'espère, un frein, même c'est relatif, un frein devant le courant protectionnisme. Et deuxièmement, un bon exemple, je dirais, de l'avancement du développement socio-économique. Je vous remercie, M. Ding et M. Xu, d'avoir participé à notre émission. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.